L'échiquier international, bienvenue à vous. Yémen, la tension monte. L'armée américaine a procédé de nouveau dans la journée à une nouvelle série de bombardements des installations militaires. Depuis quelques jours, les officiels à Washington avaient menacé les Houthis de représailles suite à des attaques contre des navires commerciaux des pays alliés à l'entité sioniste. Des bombardements donc de grande ampleur, 66 en tout et pour tout touché plusieurs villes du Yémen, dont la grande ville portuaire de Hodeïba par des missiles Tomahawks lancés à partir de destroyers américains. L'armée américaine et les responsables de la Maison-Blanche ont déclaré qu'ils s'attendaient à ce que les Houthis tenteraient de riposter. Pourtant, tout au long de la semaine dernière, Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, lors de sa tournée dans la région, a avancé que le but de son déplacement était de réduire la tension de peur de l'avènement d'une guerre régionale. Comment donc expliquer ce contraste entre la diplomatie américaine et les opérations en mer Rouge, ou peut-être s'agit-il de venir en aide à l'allié américain, l'entité sioniste empêtrée sur le terrain judiciaire international avec la plainte à la Cour internationale de justice qui inquiète. Et sur un autre terrain, une inquiétude aussi, et l'angle se délie au sein des commandements de l'armée d'occupation sioniste. Les pertes sont considérables sur le terrain razaoui. On tentera de décortiquer le tout lors des prochaines minutes. C'est tout de suite. Alors avant d'évoquer à nouveau le front qui émerge en mer Rouge, une focale d'abord sur la situation à Gaza. En effet, la situation ne se passe pas comme l'avait prévu initialement Benyamin Netanyahou, lui qui disait que les unités sionistes allaient définitivement pacifier entre guillemets le terrain razaoui. On en est loin, on parle même ouvertement désormais de défaite. On va tenter d'y voir un peu plus clair avec vous, Kamal Mansari. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être des nôtres, directeur de publication du Jeune Indépendant. Bienvenue. Merci de m'avoir invité. Alors, c'est officiel, Kamal Mansari, on l'a dit, l'entité sioniste a retiré 2 divisions à Gaza, c'est 20 000 soldats en moins. Le Hamas fait plus que résister, mais provoque des pertes considérables, notamment des chars. Selon vous, est-ce que, je vous pose la question sans embâche, est-ce que l'entité sioniste est en train de perdre la guerre à Gaza ? En réalité, elle a perdu le 7 octobre, donc la défaite déjà, elle a consommé sa défaite, mais ce qu'elle fait aujourd'hui, ce n'est que de la vengeance contre une population civile désarmée et innocente. Donc voici la logique israélienne, c'est-à-dire elle ne combat pas des combattants, mais elle combat tout un peuple, elle massacre. Donc c'est vrai que depuis le fait qu'elle a tenté le commandement militaire israélien, notamment le cabinet réduit, le cabinet de guerre, donc présidé par Netanyahou, avait fixé les objectifs suivants, qui sont la libération des otages, l'élimination totale de Hamas et la création d'une zone de tampon, une zone de protection d'Israël pour que la situation du 7 octobre ne se reproduise plus. Mais vraiment, on va au fil du jour, plus de 90 jours, on en est où ? Aucun des objectifs n'a été réalisé. Donc, au contraire, donc les Israéliens se sont empêtrés. Il y a plus de pertes que prévu. Il y a surtout, justement, un fait nouveau qui est rapporté par la presse israélienne, notamment le quotidien Haaretz, qui parle de cas de psychiatrie au sein de l'armée israélienne. Une des hôpitaux sont submergés. Et l'un des hôpitaux les plus importants à Tel Aviv compte 24 000 cas de psychiatrie, c'est-à-dire de post-traumatique. Donc nous sommes dans une armée qui est en train de perdre sur tous les fronts, sur le plan humain. Donc les pertes s'allongent. On sait très bien que les chiffres fournis par le commandement militaire israélien est contraire à la réalité. Donc si on compte, on voit, parce que sur le plan de la production des résultats réalisés par l'un ou l'autre, on voit que les brigades Qassam, chaque jour, lorsqu'ils font des opérations, ils les filment et on peut constater ou bien avoir une estimation sur les pertes réelles de l'armée israélienne. Les chiffres avancés jusqu'alors, on parle de plus de 3 000, donc on est dans une approximation, mais en réalité dépasse les 3 000. Le plus important aussi, c'est qu'au nord de Gaza, donc il n'y a aucun résultat militaire, ce qui a contraint l'armée israélienne à retirer ses 2 unités.
dans le but, dit le commandement, de un petit peu à prêter main forte aux forces qui sont au centre, notamment autour de Khan Younes, Oui. et surtout au centre, là, le camp de Bourij et Nusayrat. Donc nous sommes dans une phase où les Israéliens tentent par tous les moyens de justifier une défaite, mais en réalité c'est une fuite en avant. Les pertes sur le plan équipement ne cessent de grandir, de croître. En même temps, les pertes humaines et en plus le résultat réel pour lequel cette opération, cette agression a été déclenchée au lendemain du 7 octobre n'ont pas été atteints. Nous sommes face à une armée qui est en débandade, qui ne sait plus quoi faire, qui est en train de justifier la guerre juste pour la faire et ne pas perdre la face. Une armée en débandade, vous avez raison de le dire, mais peut-être aussi c'est toute une société qui est en crise. D'ailleurs, on a eu les déclarations, je ne sais pas ce que vous en pensez, de l'ancien chef du Mossad, Ibrahim Halevi, qui dit lui-même que les pertes des unités d'occupation sont considérables. Il le dit mardi au British Times. Alors, selon vous, est-ce que c'est un tournant de la guerre ? Nous sommes dans le tournant du moment que l'armée israélienne avance, mais elle recule. Tu vois, elle avance en reculant. Donc, elle est en train de subir des pertes, mais sur le plan géostratégique, c'est-à-dire un cabinet qui a décidé d'aller en guerre ne réussit pas ses objectifs. C'est un petit peu ça l'échec d'abord. Et sur le fait que les déclarations, il y a bien eu autres déclarations. Donc, on est arrivé vraiment à des différends, au langage de rue, autres responsables au sein du cabinet. Nous l'avons vu, reporté par les télévisions, notamment les images rapportées par Canal 12, où on parle d'une violation de tir à volet rouge, à boulet rouge ou au vitriol entre Itamar Ben-Gvir et le ministre de la Défense, Benny Gantz. Donc, enfin, là, on est dans un état de déliquescence, de délire entre responsables qui sont censés mener une guerre, mais puisque ce gouvernement n'a que la guerre pour se maintenir au pouvoir et justifier sa présence, donc on la continue par tous les moyens. Donc les déclarations de l'ancien chef du Mossad ne font qu'étayer déjà, ne font que conforter déjà une réalité qui est sur le terrain. Mais cette stratégie de l'entité sioniste militaire est à interroger. Ils bombardent pendant 4 mois, aveuglement, ils détruisent absolument tout, et pourtant ils reculent, ils annoncent un retrait, alors qu'on est loin du mythe de la fameuse armée sioniste qui était invincible, munie de technologies de pointe et qui faisait peur à tous les pays de la région. Déjà, le mythe est tombé le 7 octobre, d'ailleurs. Donc, cette armée était en débandade le 7 octobre. On a vu comment une armée a pu être, en quelques heures, même pas de 2 heures, 3 heures, elle est vraiment incapable de réagir. D'abord, il y a sur le plan, mais la technologie ne lui a servi à rien. Et c'est ça la leçon à tirer, c'est que la technologie ne sert plus à rien face à l'élément humain. Et c'est la leçon qui a été prise par les États-Unis, parce que la technologie utilisée par Israël, par les Israéliens pour se protéger contre les Palestiniens est une technologie américaine. Donc ça a été un véritable choc pour l'administration américaine, autant pour les Américains que pour les Israéliens. Pourquoi ? Parce que maintenant, on comprend que la technologie ne sert à rien. C'est une leçon à tirer. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont dit, voilà un petit groupe, un mouvement qui a réussi à déjouer une technologie de dernière génération. Imaginez si c'était le cas la Chine. Donc on avait vu comment des experts américains avaient prédit, ils ont dit, voilà ce qui s'est arrivé avec un petit groupe. Imaginez si c'était une nation plus forte. Donc on aurait perdu. Donc ça a été la première leçon. Deuxièmement, cette armée invincible, elle tombe, c'est bon. La théorie, enfin le mythe est tombé, c'est effiloché. Et le pire, c'est que cette armée-là, qui se prévaut être une armée puissante, en plus de ça, qui s'auto-accorde des qualificatifs d'armée propre et d'armée superlative de puissance, d'armée morale,
est en train de ne rien faire d'autre que de massacrer des civils. Voici le palmarès de l'armée israélienne. Justement, Netanyahou a joué, vous faites bien de le dire, a joué la carte de la surenchère, au détriment de la vie des Razaouis, mais vous l'avez dit il y a quelques secondes, on voit quand même une crise morale, une crise entre personnes au sein du commandement militaire sioniste. Comment vous voyez l'avenir de Netanyahou ? Écoutez, donc il y a déjà au sein de la société israélienne des tiraillements qui remontent à la surface. D'abord, ça a commencé par la question des otages. On a vu comment il y a eu des pressions de la rue s'agissant de la recouvrement, de la reprise, de la libération des otages. Donc il y a eu des négociations, il y a eu 2 trêves qui ont servi à ramener une partie des otages. Et le pire dans tout ça, c'est que certains otages ont été assassinés par l'armée israélienne. C'est un petit peu ça qui a aussi déclenché des mécontentements ou bien à accentuer la pression de la rue sur Netanyahou. En plus de ça, en parallèle, il y a les divergences politiques sur la gestion de la guerre. Il y a les ultras qui pensent qu'il faut aller faire plus, notamment Smotrich et Itamar Ben-Gvir, qui pensent qu'il faut aller plus loin, et non seulement parce que c'est la théorie de chasser les Palestiniens de Gaza, de réoccuper à Gaza, elle est posée par cette aile ultra, disons-le, ultra-orthodoxe. Il y a la partie qui pense qu'il faut continuer la guerre, 10 mois, 1 année, telle qu'elle a été annoncée par Netanyahou, afin d'arriver d'abord aux 2 objectifs, qui est celui de libérer les otages et d'éliminer totalement Hamas. C'est pour ça que le cabinet israélien tente de faire en sorte à faire croire qu'il y a des discussions avec des partenaires arabes, y compris avec l'autorité palestinienne, sur l'après-Gaza. Alors que pour parler de l'après-Gaza, il faudrait que l'armée israélienne pense au présent, et le présent est en train de lui être défavorable. Alors ici, tous les jours, on parle de la situation à Gaza, on essaye de proposer un traitement de la situation avec différents analystes, et on nous rétorque que vous ne parlez très rarement entre guillemets, de ce qui s'est passé le 7 octobre par rapport aux civils sionistes qui ont été visés. Et bien justement, on va en parler parce que c'est le journal Haaretz et le journal Libération français qui le disent, que les 40 bébés qui auraient été tués, ils n'existent pas, c'est un mythe. Il y a un seul bébé qui a été... mythe, non, c'est du fake news. Je termine. Oui, c'est un mythe. C'est-à-dire, quand je dis un mythe, c'est-à-dire c'est le mythe qui a été déversé, diffusé par l'armée, par la stratégie de communication sioniste, pour justement avoir un casus belli, pour appuyer un bombardement. C'est Haaretz qui dit qu'il n'y a pas 40 bébés, ça n'existe pas. Biden l'a dit aussi. La femme enceinte n'existe pas, et que les victimes sionistes seraient maîtres sur le dos des militaires de l'armée sioniste, parce qu'il y avait des réservistes, et dans la précipitation par rapport à ce qui s'est passé le 7 octobre, ils ont commencé à tirer dans le tas, et quand on voit les obus qu'il y a sur les kibboutz, ce sont des obus, et quand on voit les unités palestiniennes, ils étaient munis que d'armes légères. Donc déjà aussi, c'est un mythe qui tombe par rapport à... Non, c'est plutôt une propagande mensongère qui tombe. Ça a été confirmé par le président. Au départ, il fallait créer une sorte de psychose, il fallait créer une sorte de Mais ça a été d'énervement, repris, ça a été repris au monde entier. Oui, même la première dame Biden. Tout à fait. Non, c'est-à-dire au départ, ça a été ça. Il fallait attiser l'étonnement mondial, susciter une colère et provoquer tout ce qui permet aux Israéliens de justifier les bombardements qui vont venir. Ils ont caché ça pendant quelques jours, des bébés. Il n'y a jamais eu de photos ni d'images. Tout le monde a réclamé les preuves. Il y a une vidéo où on voyait soi-disant des Palestiniens torturer une femme enceinte. Il s'avère que c'est une vidéo d'un cartel mexicain, et la vidéo elle date de 2018. Et tout ça a été repris. Non, c'est important de le dire, M. Mansari. C'est important de le dire. Ils ont manipulé toutes les pages, ils ont pris même des photos de la Syrie, de plusieurs conflits qu'ils les ont... Vous savez que c'est ça. Même l'Anti-Defamation League, la fondation sioniste, elle le dit. Oui, Defamation League, oui. Elle a fait tout un reportage de 26 minutes sur la question. Il y a aussi, surtout, la guerre de la communication était perdue. Le jour, lorsque Biden a dit « finalement je me suis trompé », c'est une reconnaissance qu'il a été manipulé. Le but des Israéliens au premier jour était de manipuler l'opinion publique et de manipuler les administrations, surtout les alliés. C'est pour cela qu'il y a eu cette précipitation d'envoyer le porte-avions Eisenhower
dans la région. Donc c'était ça le but. Il fallait déjà créer une sorte, préparer mentalement et psychologiquement l'opinion mondiale pour justifier le massacre. Mais l'opinion mondiale s'est retournée. Il a découvert que d'abord les mensonges qui ont été vraiment battus en brèche par des réalités. Il y a d'autres vidéos qui sont sorties et surtout les témoignages des otages. Nous avons été bien traités, même les prisonniers dans les kibboutz. Et c'est pour cela que le gouvernement israélien a ordonné à ce que personne des otages qui soient libérés ne parle, ne dit rien du tout pour justement pour cacher la vérité et on peut justifier le fait qu'il massacre à tour de bras des civils. Donc le mensonge, comme on dit en arabe, c'est-à-dire c'était parmi eux qu'est venue justement la réalité. Donc on est dans cette logique, et c'est ça, ils ont perdu. Et surtout sur les réseaux sociaux, c'est ça qui a fait retourner l'opinion mondiale. Aujourd'hui aux États-Unis, il y a 51%, ça c'est un sondage gagnant, 51% qui pensent que l'Israël doit disparaître, sans parler des 69% des Américains sondés qui disent qu'ils sont contre l'implication des États-Unis dans cette guerre, dans cette agression. Ce qui signifie qu'au niveau de l'opinion américaine, il y a une vraie fracture, il y a une disparité entre la logique de l'administration américaine et la population. Et c'est là où est la victoire de la résistance palestinienne, puisqu'elle a réussi à internationaliser la cause palestinienne à l'ordre mondial du jour et justement faire sensibiliser des populations qui étaient au départ peut-être moins renseignées sur ce sujet. Mais M. Msari, je voudrais parler aussi de la tournée d'Anthony Blinken au Moyen-Orient. Alors la raison officielle, c'était d'éviter tout débordement de la crise au sein des pays. Pourtant, débordement il y a, puisque d'un côté, il annonce ça quand il rencontre les dirigeants du Moyen-Orient, et de lendemain, il bombarde 60 sites au Yémen. Comment vous expliquez ce contraste? Plus de 60 sites, c'était au total 72, donc le vendredi et le samedi, parce que hier aussi, à l'aube, ils ont aussi bombardé des supposés sites ou des emplacements des Houthis, des mouvements Houthis. Donc, la logique américaine est donc quoi? Donc, les Américains, ils réagissent par une logique de domination hégémonique. Ils veulent contrôler les mers. Ils veulent qu'il n'y ait aucun passage maritime qui échappe à leur contrôle. La voie de Bab el-Mandeb, donc c'est une voie maritime la plus importante de la mer Rouge, elle est très importante pour le trafic maritime, notamment c'était une jonction entre le canal de Suez, l'Europe et la Méditerranée et l'Asie. Donc c'est une voie vraiment névralgique. 20% du commerce. Ce qui signifie aujourd'hui qu'il y a des intérêts commerciaux. Donc il y a eu beaucoup d'appels. On a compris que le plus grand perdant dans l'histoire, c'était les compagnies occidentales et surtout Israël, parce que ça a frappé l'économie israélienne. Les ports israéliens ne reçoivent plus de navires. Comme le port d'Ashdod qui était complètement asséché économiquement. Absolument. Haïfa aussi. Haïfa aussi. C'est le plus important port en Israël. Donc vous imaginez que déjà les coûts élevés de la guerre en Israël, parce que déjà tous ceux qui ont été mobilisés, les réservistes, venaient des entreprises, donc les entreprises étaient paralysées. Donc il y a une conjonction de plusieurs éléments qui ont poussé les Américains à agir. Mais quand vous dites agir, c'est-à-dire ils viennent aider les sionistes ou ils viennent Oui. Ça va de soi. Donc, parce que les Houthis, ils ont réagi, ils ont bloqué ou bien attaqué, il faut préciser, ils attaquent tous les navires qui ont pavillon israélien ou qui travaillent pour Israël ou qui vont vers les ports israéliens. Ils ont sélectionné. Des pays alliés à l'entité sioniste. Absolument. Maintenant, non, au départ, ce n'était pas le cas. Non, mais on a vu des bateaux, par exemple, russes qui passaient tranquillement. Ils ont pas oui, bien sûr, les bateaux russes passaient, indiens et tout. D'ailleurs, il y a un bateau indien qui est passé, même si on a... Donc, algériens aussi, donc il n'y a pas de problème avec... Ils savent, ils connaissent. Donc on dit des rebelles Houthis, mais ce sont des groupes qui font de la politique, parce qu'ils touchent là où ça fait mal. Parce que comme BP n'a jamais été touché. Attendez, parce que qu'est-ce qu'il y a? Ils sont en soutien à la Palestine, aux Palestiniens. Il y a un massacre qui se fait au jour le jour. Ce sont des gens qui ont décidé, et heureusement, ce n'est pas un État, c'est un mouvement. Donc ils n'ont rien à perdre. Il est soutenu par l'armée yéménite. Écoutez, non, les soutiens, c'est autre chose.
Parce que les Non, Yéménites... c'est pas que des rebelles, parce que les médias occidentaux nous disent c'est des rebelles, on a l'impression que c'est un groupe un peu marginalisé, des rebelles. Non, ils ne sont pas marginalisés. Voilà, Non, attention, la capitale, ils ont un ministère, ils sont dans le pouvoir depuis des années, et on a essayé de les combattre depuis des années, y compris Abdullah Salah a essayé, mais il n'a pas pu, donc ils contrôlent la capitale, et même le ministère, ils ont les institutions de l'État et la capitale, elle est sous leur contrôle. Quand je dis sous leur contrôle, ça ne veut pas dire qu'ils l'occupent, c'est-à-dire que c'est la force principale au Yémen. Et il ne faut pas oublier qu'il y a des éléments du Congrès national yéménite qui appartenaient à Salah sont en train de combattre avec les Ansar Allah, qui est le véritable nom du mouvement, c'est Ansar Allah. C'est un parti politique, un mouvement. Mais comme c'est un parti qui n'a pas d'agenda d'intérêt, c'est-à-dire donc ils sont dans une logique, ils sont pratiquement à l'aise. On va dire qu'ils sont à l'aise du moment qu'ils combattent sans avoir rien à perdre. Et de l'histoire du Yémen, tous ceux qui ont combattu le Yémen, ils savent très bien que c'est combattre un peuple qui est difficile à mater, qui est difficile à madouer. Les Saoudiens le savent après 8 ans de bombardement. Non seulement les Saoudiens, les Britanniques le savent aussi. Tout le monde le sait. Donc il y a l'Afghanistan, le Yémen, c'est connu dans l'histoire. Alors comment ça va se passer? Ce sont des bombardements fugaces? Est-ce que c'est des bombardements qui vont s'allonger dans le temps? Est-ce que des troupes américaines vont débarquer? Comment vous voyez la chose? Les Américains ne veulent pas prendre le risque parce que, écoute, c'est comme s'ils ont frappé et ça s'arrête là. Mais le problème, c'est que les Houthis ne vont pas se taire. Et là, on a eu... Ils ont prévenu, hein? Non, ils vont le faire parce que, comme je vous ai dit, ils n'ont rien à perdre. Ce n'est pas un État. Donc, il y a des calculs à faire, des alliances où il subit des pressions. Peut-être ils ont une alliance avec l'Iran, mais c'est le seul peut-être voie qui pourrait un petit peu avec laquelle ils discutent. Mais actuellement, ils n'ont aucune contrainte, aucune pression. Ils savent qu'ils sont dans une cause, ils suivent une cause qu'ils jugent juste, et elle est juste parce que déjà, on voit que le monde entier s'est élevé contre l'agression israélienne, et elle s'est traduite par le renvoi d'Israël devant la Cour internationale de justice. Donc l'avenir, c'est quoi? Il faut passer répondre à cette question. Est-ce que ça va se dégrader? Est-ce qu'il va y avoir... Les Américains savent, s'ils continuent, c'est pas moi qui le dis, il y a des experts de la corporation, que l'association Rand, la Rand qui compte 1500 experts. On a vu Madame Stack, qui est l'une des plus importantes conseillères et chercheuses au sein de cette organisation. Elle a mis en garde l'administration américaine d'aller vers une confrontation avec le Yémen. Elle n'a pas dit les Houthis, elle a dit le Yémen, parce qu'elle sait pertinemment que ça va encore affaiblir les États-Unis et ça va permettre, parce que les États-Unis ne peuvent pas se permettre le luxe d'ouvrir des fronts, comme ouvrir des fronts avec l'Ukraine et puis ouvrir un front avec Israël. On est contre le Hamas, contre le Liban. Aussi que le sommet de l'exécutif américain est un peu désorganisé, parce que est-ce que Blinken qui va faire une tournée, d'un côté Lloyd Austin, le représentant, le secrétaire à la défense, qui est hospitalisé dans des conditions un peu bizarres, il y a Biden qui est un peu fatigué, un peu en retrait. On a l'impression quand même que cet exécutif américain est un peu désorganisé et subit malgré tout la crise du Moyen-Orient au seuil avant le lancement de la campagne présidentielle. Attendez, la gestion de la guerre relève actuellement de Blinken et du Pentagone. Ce sont les deux moteurs, les têtes de locomotive, celui vraiment qui est en train de faire bouger les choses. Il y a Anthony Blinken, parce que dès le départ, il a décidé d'être avec Israël en disant ouvertement qu'il agit en tant que juif et non pas que responsable américain. Enfin, il a dit tout et son contraire, parce que quand il allait voir Mahmoud Abbas, il lui dit on est contre. Voilà, il y avait un discours. Il a troqué son habit, son statut de diplomate et de ministre contre celui de juif. Donc c'est grave dans l'histoire des États-Unis, c'est la première fois qu'on entend ça. Donc c'est ça, le Pentagone, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des commandements qui gèrent. Il y a le CENTCOM, le commandement central à San Francisco, il y a la 5e flotte au Manama, au Bahreïn, il y a la 6e flotte, donc il y a la base de Djibouti. Tout ce commande-là est déjà en place, donc il suffit de donner des ordres. Il a fallu juste créer une couverture politique qui était la résolution des Nations Unies, enfin du Conseil de sécurité, qui ordonnait les frappes. Donc c'est ça un petit peu, ils ont cherché juste une couverture politique. Mais est-ce qu'ils vont aller vers... Les Houthis sont capables de tenir. Parce que, comme je vous ai dit,
ils connaissent la guerre, ils sont habitués, personne n'a réussi à les mater. Quand je dis les Houthis, peut-être que je minimise, mais je dis le Yémen, Yémen tout court, qui peuvent vraiment résister à cette... Kamal Monsari, on arrive au bout de notre rendez-vous. Merci pour vos explications, vos analyses. Je rappelle que vous êtes directeur de publication au Jeune Indépendant et vous étiez l'invité du jour de l'Échiquier International qui arrive à sa fin. Mais n'ayez crainte, on se retrouve demain, même heure et même chaîne. D'ici là, portez-vous bien. À demain.